Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes et à l'électricité verte en particulier. Aujourd'hui, notre expert, Stéphane Is, est consultant indépendant en énergie renouvelable. Ça veut dire qu'il va nous partager le fruit de ses 25 ans d'expérience en énergie et climat sur un sujet spécifique. Aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est le solaire flottant. Alors le solaire flottant, qu'est-ce que c'est ? Quand on a commencé à m'en parler, j'ignorais tout du sujet et honnêtement, j'ai trouvé ça passionnant. Le solaire flottant, on va le travailler, on va voir ça ensemble. C'est potentiellement, peut-être même, l'avenir du photovoltaïque, qui sait ? Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, je t'ai présenté là comme ça rapidement, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur qui tu es professionnellement, ta carrière, ce genre de choses ? Oui, tout à fait. Alors j'ai travaillé dans 3 grandes entreprises. J'ai passé d'abord une dizaine d'années à l'IFPEN, historiquement qui s'appelait l'Institut français du pétrole, et donc maintenant c'est l'IFP Énergie renouvelable. J'étais à la direction de la stratégie et j'ai travaillé sur des sujets, que des sujets verts, c'est-à-dire que j'étais un mouton vert dans un environnement un peu fossile. Et j'ai travaillé donc sur des sujets comme les biocarburants, l'hydrogène, la capture et stockage de CO2, un peu les marchés crédit carbone. Et puis ensuite, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Technip à partir de 2008. Donc Technip, c'est un sous-traitant de premier rang des super majors pétrolières, enfin des grandes compagnies pétrolières. Et donc c'est une société qui fabrique des grosses infrastructures pétrolières en mer ou à terre, des unités de liquéfaction de gaz naturel, de raffinage, de pétrochimie, des grosses unités offshore. Et encore une fois, donc j'ai été le mouton vert dans un environnement fossiles et je me suis occupé de développer les énergies vertes pour le groupe et j'étais assez actif sur l'éolien en mer. Donc en 2009, Technip installe la première éolienne en mer flottante et puis ensuite j'ai participé à l'essor au tout premier appel d'offres en France sur ces sujets-là et donc c'est à partir de là où j'ai bien trempé dans tout ce qui était énergie marine renouvelable. Et puis à partir de 2016, j'ai quitté Technip qui avait décidé de sortir des énergies vertes. Et moi, je suis entré dans une autre organisation qui s'appelle l'AFD, l'Agence française de développement, qui est le bras armé du gouvernement français dans l'aide au développement international. Et dans cette organisation, j'étais un expert climat parce qu'en fait, l'AFD a besoin, comme tous les grandes banques d'aide au développement, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc., a besoin de plus en plus de flécher, donc de rendre des comptes vis-à-vis de l'argent qu'ils dépensent et en particulier donc de flécher l'argent vers des projets dits climat. Et donc mon rôle, c'était ça, d'aider mes collègues à avoir des projets porteurs de sens au sens climat du terme et puis aider aussi à mettre en œuvre la stratégie et puis discuter avec les pairs. Et puis donc maintenant, depuis 3 ans, je suis consultant indépendant à La Réunion. J'ai différentes activités lucratives et non lucratives et en particulier donc je développe pour un client un projet d'éolien en mer flottant à La Réunion. Voilà. D'accord. Et ça tombe bien, on va rester sur le flottant, même si là on va parler, je crois, du photovoltaïque. Mais c'est un sujet donc sur lequel j'avais très peu d'informations quand on a commencé à en parler, toi et moi. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que c'est et où on en est actuellement sur le solaire flottant ? Alors le solaire flottant, c'est un sujet enfin c'est pas étonnant que tu en aies pas entendu parler puisque c'est quand même une niche dans le secteur, mais c'est quelque chose qui arrive parce que plus on cherche à développer du solaire, plus on cherche des surfaces et des surfaces / du foncier. On est très vite contraint et on est contraint un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, etc. Et donc naturellement, il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit pourquoi pas aller sur les étendues d'eau pour essayer de combler le manque de foncier accessible auquel on est rencontré. Donc c'est quoi ces étendues d'eau ? Donc ça peut être, on pense d'abord à des barrages, puisqu'il y a l'infrastructure d'évacuation de l'électricité en plus, c'est pratique. Ça peut être des retenues d'eau pour le monde agricole. Alors, en ce moment, on entend parler beaucoup des méga-bassines, mais donc une sorte de méga-bassines plus ou moins aménagées, mais voilà. Ça peut être aussi, il y a pas mal de projets, en particulier en France, qui vont s'installer sur des anciens sites miniers, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une mine qui est en fin de vie, on va noyer la mine pour un peu cacher ce qu'on ne saurait voir.
ce qu'on saurait vouloir voir plutôt. Et donc ça fait des étendues d'eau et on met par-dessus éventuellement des panneaux solaires. C'est aussi une troisième solution. Et enfin, une quatrième qui est en fait la nouvelle frontière du secteur. C'est évidemment la plus grande étendue d'eau qu'on connaît sur la Terre, c'est la mer. Et donc les nouvelles conquêtes. Alors sur tout l'essentiel du solaire flottant à date, c'est surtout fait sur les lacs et les retenues d'eau, on va dire, à terre. On a aujourd'hui, alors je vais parler en gigawatts, on a quelque chose entre 1 et 2 gigawatts d'installés. Mais la Banque mondiale, il y a de ça quelques années, a fait une étude et a évalué à 400 gigawatts le potentiel de solaire flottant dans le monde. 400 gigawatts, pour vous donner une idée, j'ai regardé ça tout à l'heure en préparant le podcast. Aujourd'hui, il y a 1,2 terawatts d'installés dans le monde de solaire. Donc, vous voyez, c'est à peu près 400 gigawatts, c'est un peu moins, un peu moins d'un tiers. Oui, c'est ça, c'est à peu près 30% de la puissance solaire installée aujourd'hui. Donc, on voit bien que ça ne va pas remplacer, mais on voit bien aussi que c'est très loin d'être négligeable en termes de potentiel par rapport à l'existant. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une nouvelle façon d'installer du solaire et on voit que vraiment ça se développe de façon très importante. Ça a commencé plutôt en Europe, les tout premiers projets et les tout premiers développements technologiques, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il y a des spécificités, mais ce n'est pas non plus envoyer des fusées sur la Lune. Mais très vite, c'est l'Asie qui a pris le relais. Et on comprend bien quelque part aussi, parce qu'en Asie, il y a une grande densité de population, et donc du foncier est forcément plus difficile d'accès. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'il y a des co-bénéfices importants, que ce soit pour le panneau ou que ce soit pour la retenue d'eau. Pour le panneau, en fait, ça permet de rafraîchir le panneau quelque part. Donc, même si c'est un peu non intuitif, de façon contre-intuitive, les panneaux solaires, ça n'aime pas trop la chaleur. Donc, quand il y a de l'eau en dessous, c'est plutôt mieux. Et de l'autre côté, ça permet d'éviter aussi, de limiter l'évaporation de l'eau. Ce qui est, de l'autre côté, évidemment aussi un objectif qu'on recherche. Donc là, il y a un espèce de double bénéfice. Donc oui, c'était ma question suivante sur les bénéfices et les motivations à faire du solaire sur l'eau. Donc il y a rafraîchir les panneaux, des grosses problématiques foncières. Limiter l'évaporation. Limiter l'évaporation, ça peut être très utile. Ça peut être très utile. Permettre aussi des co-bénéfices d'infrastructures électriques, puisque si vous faites ça sur un barrage, il y a déjà une grande partie des connexions électriques qui sont en position. Après, sur les aspects un peu négatifs, il faut faire évidemment attention. Dès qu'on touche à l'eau, c'est toujours sensible, puisque d'abord, c'est évidemment essentiel pour la vie humaine et puis pour les écosystèmes environnants. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait et en particulier à tout ce qui peut venir éventuellement contaminer ces réservoirs d'eau ou ces réserves d'eau. Donc ça, il faut être très prudent, mais de ce point de vue-là, voilà. Et puis, il faut aussi bien vérifier que tout ce qui se passe sous les panneaux, qu'on n'ait pas une obturation totale, puisque en mer comme à terre, le soleil, c'est la vie. Et donc, typiquement, le début de la chaîne alimentaire, c'est les algues. Les algues, c'est le photovoltaïque. Photosynthèse. C'est la photosynthèse, pardon. C'est la photosynthèse. Et donc, la photosynthèse, derrière, voilà, issue du soleil. Et donc de ce point de vue-là, il faut faire attention donc à préserver un certain ensoleillement sur ce qui peut se passer dans l'eau. Est-ce que ça n'a pas un effet positif aussi en cas de réchauffement climatique, d'avoir des espaces, toutes ces problématiques qu'on voit dans l'actualité, de mer, d'océans qui sont trop chauffés? Est-ce que ça ne peut pas aider à refroidir par endroits ou apporter de l'ombre? Je ne pense pas que ça soit vraiment à l'échelle. Non, je ne pense pas que c'est d'impact. Mais à la limite, j'en sais rien. Mais comme ça, intuitivement, je dirais que... Voilà. Surtout que pour l'instant, donc, autant on commence à avoir une bonne expérience de projets parfois de taille assez conséquente en solaire flottant. Donc, typiquement, en France, vous avez des projets qui sont autour entre 15 et 20 mégawatts. Mais on peut avoir des puissances beaucoup plus conséquentes en Asie, en particulier en Chine.
Mais en mer, aujourd'hui, on est sur les tout premiers pilotes, donc c'est quelques kilowatts ou centaines de kilowatts, pour être sûr qu'il y ait une bonne tenue, etc., etc. Donc on essaye de tester. Et évidemment, un des gros enjeux en mer, c'est d'arriver à résister à cet environnement beaucoup plus corrosif ou difficile qu'est l'environnement marin en comparaison avec un environnement terrestre. Est-ce qu'il y a d'autres avantages, inconvénients au niveau géopolitique? Ouais, alors en fait, donc historiquement, les panneaux solaires qui sont installés sur le flottant sont exactement les mêmes que ceux qui sont installés à terre. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas d'adaptation particulière. En revanche, évidemment, ce qui change, c'est le flotteur et puis le système d'ancrage. Donc en fait, la première source d'inspiration, ça a été tout simplement les supports de pontons qui sont utilisés dans les marinades des ports, de ports de plaisance, typiquement. Et donc, on a mis des panneaux solaires là-dessus, et puis avec un système d'ancrage adapté. Donc, en fait, toute la technologie, elle tourne autour de ça, du système d'ancrage et du système de flotteur. Et donc, assez vite, alors, les sociétés qui ont été parmi les leaders ont cherché un peu à protéger, mais c'était évidemment très, 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 très difficile à protéger parce que c'est des systèmes qui sont relativement simples. Donc, c'est plus un tour de main que vraiment une technologie brevetable en tant que telle. Et donc très vite, ça s'est répandu en Asie avec toutes sortes de technos plus ou moins spécifiques et plus ou moins copiés en Chine en particulier. Et donc, d'un point de vue géopolitique, donc, sur le panneau et tout ce qui concerne le panneau solaire, ça renvoie à la géopolitique du solaire photovoltaïque traditionnel, donc omniprésence, très forte présence des acteurs chinois. Et sur le flotteur, il y avait une avance pendant un certain temps d'acteurs européens et qui a été très largement supplantée par les acteurs chinois, plus d'ailleurs du fait d'installation de solaire flottant en Chine que d'exportation. Et il n'y aura pas de problème sur la partie géopolitique quand on va s'orienter vers les océans, par exemple, ou la mer? Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là? Sur les océans, donc d'abord les technologies vont être un peu différentes. Donc il y a en France une start-up qui vient de faire une démonstration qu'on peut retrouver un peu dans la presse du côté de Sète, donc en Méditerranée. Et donc pour te rejoindre, en fait, la problématique du solaire flottant va rejoindre celle de l'éolien flottant, c'est-à-dire qu'il est, d'un point de vue géopolitique, jamais anodin de mettre un objet en mer. C'est une prolongation quelque part de la territorialité du pays ou des pays en question. Et donc, de fait, il peut y avoir, ou en tout cas, il y aura des questions si jamais il y a des quantités importantes de panneaux solaires qui seront mis, mais au même titre que de ce qui se passe sur l'éolien en mer, classique, flottant ou pas, et au même titre que ce qu'on entend de temps en temps parler des aspects géopolitiques de réserves de pétrole ou de gaz qu'on trouve en mer, donc forcément, il y a des enjeux géopolitiques sans conteste. Mais on n'en est pas encore là, c'est-à-dire que autant on a quelques gigawatts d'éolien flottant, de solaire flottant, sur des lacs et des retenues d'eau à terre. On a de l'ordre de entre 60 et 70 gigawatts d'éolien en mer et on a quelques centaines de kilowatts de solaire flottant en mer. Donc tout ça pour dire que le solaire flottant, c'est vraiment, on en est aux prémices. Ok, je voulais juste te demander, quelle est la durée de vie qu'on peut espérer sur le solaire flottant en mer? Le solaire flottant en général. Personnellement, à date, on est aux prémices, donc c'est encore un peu difficile à dire, mais de l'expérience, par exemple, moi, que j'ai sur l'éolien en mer, il n'y a pas vraiment de grande différence par rapport à ce qui se passe à terre. C'est-à-dire que l'environnement est assez agressif, de fait, mais de fait aussi, on sait depuis assez longtemps utiliser des panneaux solaires sur des bateaux, on sait mettre des éoliennes en mer, on sait en tout cas se prémunir on sait se prémunir très largement de tous les on sait se prévenir très largement de tous ces problèmes d'hostilité de l'environnement. Oui, de l'hostilité à l'environnement, exactement. Donc, j'y présume qu'il y aura juste un surcoût par rapport à du solaire sur Terre. Ouais.
Ouais, mais qui à sera le pas faire en mer. forcément et qui sera pas nécessairement euh, prohibitif ou énorme, quoi. Hein, en fait, si je reprends moi mon expérience de l'éolien en mer où on nous annonçait des surcoûts incroyables. Bon, après, chaque secteur a ses spécificités, mais au final, l'éolien en mer est aujourd'hui compétitif par rapport à des systèmes électriques traditionnels et donc il n'y a pas eu du tout ce problème-là. Donc après, que ça nécessite des adaptations, peut-être un peu plus de maintenance, mais je ne vois pas ça comme une barrière forcément. Ok. Tu as beaucoup parlé de la Chine sur le solaire flottant. Quelle est la présence française aujourd'hui, et voire même à venir? Alors historiquement, la France a été leader dans ce secteur-là. Donc ça a été un leader au sens technologique du terme. Les premiers parcs solaires flottants projets en France est arrivé en 2019, développé par la société Akio, dans le sud de la France, sur un site d'ailleurs qui était une mine désaffectée. Hein. Donc tu te rappelles, j'étais dans les trois catégories de réservoirs, on va dire. Il y a ces mines qui sont inondées, entre guillemets. Et donc, en fait, il y a d'abord, ce sont en général des sites qui sont assez pollués. Donc, l'eau, elle est de toutes les manières pas très sympathique à consommer, etc., etc. Et donc, de fait, c'est vraiment des zones qui sont idéales. C'est quelque part des friches industrielles, d'anciennes friches industrielles sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, c'est vraiment des zones idéales pour faire ce type de projet. Hein, l'autre projet un peu emblématique en France, c'est celui qui est porté par EDF-EN à Lazer, dans les Hautes-Alpes. Et là, pour le coup, c'est lié à un barrage hydroélectrique, donc avec un couplage. D'accord, c'est un projet qui est en cours aujourd'hui. Qui est en cours, ouais. J'ai justement pour le podcast, en préparant un peu le podcast, j'ai pas trouvé l'inauguration, mais j'ai vu que les travaux avaient commencé. Ok. Et d'une manière générale, si on regarde un peu l'avenir, quels sont les challenges du moment, les challenges à relever pour le solaire flottant, pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir passer la vitesse supérieure et profiter de toutes ces opportunités? Donc pour moi, sur le solaire flottant traditionnel, entre guillemets, qui est sur les soirs, il y a qu'à déployer en fait, hein, puisque maintenant il y a plusieurs expériences, y compris en France, qui sont concluantes. On maîtrise bien la technologie, l'implantation, les difficultés, les avantages, etc. Donc c'est juste d'arriver à déployer, de trouver les sites, etc. Donc ça, il n'y a pas de challenge particulier à mon sens. Évidemment, la prochaine frontière, c'est clairement le solaire flottant en mer, avec donc les contraintes de cet environnement un peu plus agressif. On a parlé de la salinité, etc., mais c'est aussi des contraintes de houle et de vent qui sont potentiellement beaucoup plus difficiles que ce qu'on peut rencontrer à terre, et du coup, il y a une fiabilisation à assurer. Et donc, c'est là où l'expérience qui est menée à cette, elle est intéressante, et donc les futurs développements seront intéressants. Et puis, probablement qu'il y aura une recherche de synergie avec l'éolien en mer, pour le coup, donc qu'il soit flottant ou pas, puisque en fait, donc il y a le président de la République il y a quelques années lancé un objectif de déploiement très important sur l'éolien en mer. Et du coup, une fois qu'il y a ces infrastructures en mer électriques, ces infrastructures électriques, l'idée c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de rajouter un peu et de compléter ces infrastructures électriques qui sont déjà existantes. Mais ça reste un point d'interrogation, puisque c'est évidemment pas anodin de mettre des panneaux solaires en mer, éventuellement à 15 ou 20 km. Parce que, pour donner un exemple, aujourd'hui, les quelques parcs, donc aujourd'hui, il y a un parc qui est en opération à Saint-Nazaire et un parc qui est en construction à Saint-Brieuc. Bon, dans ces deux cas que je connais, la navigation de plaisance, elle est autorisée dedans. Si vous mettez des panneaux solaires quelque part, ça pose évidemment des difficultés sur la navigation de plaisance. Donc, quelque part, il va falloir réétudier et voir dans quelle mesure c'est accepté ou acceptable ou pas de mettre les panneaux solaires dans ces endroits-là. Donc, il y aura toute une dimension sur la navigation de plaisance, le tourisme, peut-être la navigation militaire, la pêche, la marine.
C'est-à-dire qu'en mer, et je l'ai vu d'ailleurs très nettement pour l'éolien quand il est parti en mer, il y a cette idée qu'en mer, il y a une sorte de foncier sans limite, ce qui n'est pas complètement faux, mais en fait, il y a aussi des limites. D'abord, il y a des limites de coût de rapatriement de l'électricité produite, première limite. Et puis, il y a aussi des limites d'usage, c'est-à-dire qu'en mer, il y a déjà plein d'usages, donc la plaisance, le tourisme, la marine marchande, les militaires, c'est déjà, et puis les pêcheurs, bien sûr. Donc, il y a tous ces usages qui sont là, et puis au global aussi, la biodiversité. Donc, tout ça fait que il y a peut-être un peu moins de contraintes qu'à terre, en mer, mais il y a quand même des contraintes qui sont loin d'être négligeables. Et quid des océans profonds, très très éloignés, les zones internationales? Qu'on parle par exemple de l'océan de plastique, du continent plastique Ouais. en plein milieu de l'océan. Et quid de ces espaces-là? Ça va être aussi problématique? Ça pourrait être utilisé ou... Pas du tout, parce que en fait, quand on parle d'océan de plastique, c'est pas la vision qu'il faut avoir, c'est pas du tout un espèce de vrai continent de plastique sur lequel on peut marcher et tout. Au contraire, hein, c'est plein de plastique, c'est complètement, voilà, parfois c'est des toutes petites particules, etc. Donc en fait, on peut rien installer dessus ni rien. Ah Et non, donc en fait, il y a là-dessus, pour l'instant, c'est hors de portée, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt dans des zones qui seraient donc dans des zones où il y a besoin, où il y a un gros appétit d'électricité verte et une densité de population importante et peu d'espace, donc, d'arriver à aller chercher l'espace qu'on n'a pas à terre en mer. C'est ça le alors, sujet. je Mais du voulais, coup, c'est plutôt proche des côtes. voilà, c'est ça en fait. C'est l'angle d'attaque. C'est les océans profonds, les zones éloignées ne sont pas rentables et ne sont pas intéressantes Déjà d'une manière sur le économique. flottant, sur l'éolien flottant, c'est déjà qui a une densité un peu plus forte. Bon, enfin, on se pose toujours la question, quoi, jusqu'à quelle profondeur on peut aller et jusqu'à quelle distance de la côte on peut aller. Et en fait, si vous allez très loin de la côte, à ce moment-là, il vous faut rentabiliser l'infrastructure pour évacuer le courant avec beaucoup, beaucoup de courant à évacuer. Ça peut être un compromis, hein, mais enfin, voilà. C'est-à-dire que quand vous allez en mer, c'est jamais anodin et ça vous coûte toujours plus cher qu'aller à terre. Donc, du coup, quand vous y allez, il ne faut pas y aller juste pour un tout petit peu, quelques kilowatts, quoi. Ok, mais alors à l'opposé, est-ce que ça serait intéressant pour ma piscine, par exemple? Si on va Alors, totalement à l'opposé. sur la piscine, d'abord, plutôt que de le mettre vraiment sur la piscine, en fait, c'est rare d'avoir des piscines qui ne soient pas couvertes d'une manière ou d'une autre pour des histoires de protection et de sécurité. Et donc, en fait, le vrai usage ou co-usage possible entre le photovoltaïque et la piscine, c'est de mettre les panneaux sur l'abri qui sert à la piscine. Là, éventuellement, il peut y avoir un intérêt, mais sinon, il n'y a pas de... C'est un non-sujet. Ça nous renvoie à des épisodes précédents. On a beaucoup évoqué tous ces abris. Mais dans ce cas, enfin, maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce qu'il y a des réglementations spécifiques qui vont aller en faveur de ou à l'encontre du solaire flottant aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'en connais pas, mais je suis pas omniscient non plus. Tu as évoqué tout à l'heure tout un tas de synergies potentielles avec les barrages, l'éolien en mer. Est-ce que tu peux nous détailler pourquoi c'est intéressant d'avoir des synergies? Voilà. Alors en fait, ces synergies, elles sont sur l'infrastructure électrique. Donc toutes ces solutions flottantes, elles ont en lien, c'est qu'il faut évacuer le courant. Donc quand vous avez une retenue d'eau importante pour un barrage avec une évacuation du courant, il y a toute cette infrastructure qui est là déjà disponible. Et donc si vous venez avec du solaire flottant en plus, vous avez cette mutualisation de l'exportation de l'électricité produite. Et c'est un peu le même raisonnement sur l'éolien en mer, c'est-à-dire que l'éolien en mer, vous avez toutes les éoliennes, tous les câbles, et puis surtout vous avez un poste en mer, et donc si vous pouvez évacuer l'eau. Après, toute cette synergie, il faut aussi voir de l'autre côté
les soucis que ça peut créer. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure, dans un parc éolien en mer, aujourd'hui, vous avez les pêcheurs qui peuvent passer, vous avez les plaisanciers, dans la navire marchande. Par exemple, pour vous donner une idée, en éolien en mer, vous avez entre les éoliennes, il y a 1 kilomètre de distance. Donc, vous avez beaucoup de place, quoi. On passe large. Voilà, on passe large. Après, si vous mettez des panneaux un peu dans cet environnement-là, quid? De la même manière, sur les barrages, vous pouvez avoir différents usages, etc. Et donc, à chaque fois, il y a ces questions de l'impact de l'infrastructure que vous allez mettre vis-à-vis des usages existants de la réserve d'eau du barrage. Est-ce qu'il y aurait une autre thématique ou un autre sujet qu'on n'aurait pas assez approfondi à tes yeux et que tu voudrais détailler avec nous avant qu'on termine cet épisode? Peut-être ce que j'ai pu voir moi aussi, c'est qu'il y a aussi là où il peut y avoir des synergies, c'est avec les systèmes avec la pisciculture. Donc alors c'est pas forcément tout le temps du solaire flottant complet, c'est parfois des structures associées. Mais c'est vrai que moi ce que j'ai pu voir, c'est que quand on a des bassins ouverts, il y a de pisciculture, que ce soit en mer ou à terre, il y a un sujet du prélèvement par les oiseaux marins. Et donc, si vous pouvez protéger par au-dessus, d'une manière ou d'une autre, ces bassins, ça permet d'éviter d'avoir des pertes par ces oiseaux. Et donc, il y a aussi là un co-bénéfice qui n'est pas forcément négligeable. Alors, ça nous ramène en plus à l'épisode qu'on a réalisé sur la centrale de Bezos. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est un épisode qu'on a réalisé sur une expérience de pisciculture, une expérience d'agro-photovoltaïque. Ouais. Qui a très bien fonctionné parce qu'en fait, non seulement il y avait effectivement des carpes qui étaient attaqués par des oiseaux qui passaient, parce que c'était une super source alimentaire pour les oiseaux, mais en plus, du fait d'avoir ces protections, les poissons étaient moins dérangés et moins stressés. Donc, en fait, il y avait une meilleure survie du poisson en général. Alors voilà, ça fait que nous pouvons terminer notre épisode maintenant. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations. Eh bien, merci. Stéphane, on te retrouvera très rapidement dans un autre épisode dédié à un sujet totalement différent qui est la guerre des courants. La guerre des courants. Pour vous qui nous écoutez, si vous avez été intéressé par cet épisode, n'oubliez pas de lui donner une bonne note dans votre lecteur de podcast préféré. Pour rappel, le groupe UNIT développe, construit et exploite des centrales de production d'électricité locales et durables. Côté photovoltaïque, si vous qui nous avez écoutés êtes intéressé pour valoriser un grand terrain, un parking de bonne dimension, un élevage ou pour tout type de projet photovoltaïque de ce type, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées en commentaire. Et pour info, puisqu'on parlait d'hydroélectrique aussi, chaque année, UNIT cherche, conçoit et construit de nouvelles centrales hydroélectriques en France. Donc si vous êtes une commune et que vous avez une rivière que vous pensez exploitable, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci encore et très bonne journée.